Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, ping-pong spatial sur un lit d'hôpital. Est-ce qu'on peut créer un trou noir uniquement avec de la lumière? C'est la question un peu folle qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour ça, on plonge dans une exploration vraiment unique, basée sur une conversation fascinante. Ouais, une conversation assez atypique en fait. Complètement. C'est un échange entre une intelligence artificielle scientifique et, accroche-toi bien, un skieur cloué dans un lit d'hôpital après une mauvaise chute. C'est ça, le gars passe des semaines à fixer son plafond et il finit par simuler la naissance de l'univers dans sa tête. Je suis ravi d'être là pour décortiquer ça avec toi. Moi aussi, je suis ravie d'en parler parce que l'approche est géniale. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment une simple expérience de pensée, née de l'ennui et de la douleur, en fait, peut nous faire voyager des lois de la lumière jusqu'à la mécanique quantique. C'est le pouvoir de l'esprit humain, ça. Quand le corps est immobilisé, l'esprit accélère. Exactement. Si on y réfléchit d'un point de vue thermodynamique, l'accident de ce skieur, c'est le chaos total. C'est une augmentation brutale de l'entropie. Son énergie potentielle en haut de la piste est devenue de l'énergie cinétique, puis boum, des dégâts physiques. Des os cassés, des tissus déchirés, bref, le désordre absolu. Voilà. Et du coup, pendant que son corps dépense une énergie folle pour tout réparer, son cerveau, lui, cherche désespérément à remettre de l'ordre. Il s'accroche aux lois les plus strictes de la physique. Et son plafond blanc devient un peu son tableau noir. Ça rappelle direct Einstein, non? Ah oui, complètement. Einstein avec ses trains, ses ascenseurs imaginaires. C'est le même principe. Les expériences de pensée sont des outils scientifiques redoutables pour pousser la logique dans ses derniers retranchements. Surtout quand on n'a pas de labo sous la main. Du coup, par quoi il commence notre skieur sur son plafond? Il nous emmène direct dans le vide spatial. Imagine une fusée qui file à une vitesse folle, presque à la vitesse de la lumière. Ok, je visualise. À bord, un passager pointe un laser vers un astéroïde lointain. Jusque-là, c'est de la relativité classique. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'au lieu d'allumer le laser normalement, il tire un seul et unique photon. Un seul grain de lumière. Exactement. Et là, la question qui tue, est-ce qu'un photon tout seul, isolé, ça a une fréquence? Parce que, intuitivement, on se dit qu'une fréquence, c'est un rythme, non? Genre des vagues qui s'enchaînent sur une plage. C'est ça, mais la mécanique quantique, elle dit non à cette intuition. Un photon, c'est pas juste une petite bille inerte, c'est un quantum d'énergie. Et l'énergie est liée à la fréquence. Propre couleur en quelque sorte. Ouais. Et ce photon, il est décrit par une fonction d'onde, une sorte d'onde de probabilité qui dit où il risque d'atterrir. Mais n'oublie pas que la fusée va hyper vite. Donc, relativité, l'effet Doppler. Et la dilatation du temps. Pour le gars sur l'astéroïde, le temps dans la fusée semble ralenti. Du coup, la fonction d'onde de notre pauvre petit photon, elle s'étire dans l'espace. Elle s'allonge. Voilà, elle glisse vers le rouge. Et si elle s'étire, sa fréquence baisse et donc son énergie baisse pour l'observateur. L'énergie, c'est jamais absolu, ça dépend de qui regarde. Ah, ça me rappelle l'analogie du train dans les sources. Elle est super parlante. Si on prend un laser classique en continu, on peut imaginer ça comme un long train infini. Tout à fait. Et la fréquence, ce serait le rythme auquel les wagons passent devant l'astéroïde. Tac, tac, tac. C'est une bonne image. Mais avec un seul photon, t'as plus de train. T'as juste un seul wagon détaché qui se balade tout seul dans l'espace. Alors comment on voit sa fréquence? Imagine que ce wagon est peint avec des rayures verticales. L'espacement entre ces rayures, c'est la fréquence du photon. Ah, malin. Et quand la fusée s'éloigne à une vitesse folle, Le wagon entier a l'air de s'étirer et les rayures s'écartent. La fonction d'onde est complètement distendue. c'est fou. Et ce qui est crucial aussi, c'est que si l'astéroïde capte ce photon, ce wagon rayé, seul ce wagon s'arrête. La fonction d'onde s'effondre juste là. Un événement purement local, ouais. Heureusement d'ailleurs. Parce que si on avait le laser continu avec des milliards de wagons et qu'ils s'effondraient tous en même temps juste parce qu'un photon a touché un grain de poussière, un laser ne marcherait jamais. Ce serait chaotique. Chaque photon vit sa propre vie. Mais bon, notre skieur ne s'arrête pas là. Il fait évoluer le scénario. Il passe au billard cosmique, c'est ça, hein? Exactement. Il se dit, ok, ce photon a de l'énergie. Que se passe-t-il si je le coince entre deux astéroïdes équipés de miroirs géants? Oh, un ping-pong spatial! Le photon tape le premier miroir, rebondit, tape l'autre, et ainsi de suite. Mais à chaque impact, même s'il n'a pas de masse, il pousse un peu le miroir.
c'est la pression de radiation. Donc à chaque rebond microscopique, les astéroïdes s'écartent un tout petit peu. Ouais, et ils gagnent de l'énergie cinétique. Ils commencent à bouger. Attends, mais ça ressemble à du mouvement perpétuel, ça. Les rochers s'éloignent, accumulent de l'énergie à l'infini. Et c'est là que la thermodynamique vient casser l'ambiance. L'énergie gratuite, ça n'existe pas. Si les rochers gagnent de l'énergie de mouvement, faut bien la prendre quelque part. Et la seule source dans ce système fermé, c'est notre petit photon. Voilà. Mais le problème, c'est que la lumière, ça va à la vitesse de la lumière. Ça ne peut pas ralentir pour payer cette énergie. C'est une constante absolue. Du coup, comment il fait? Eh bien, il paye avec sa fréquence. À chaque fois qu'il tape un miroir qui s'éloigne, il se prend un micro-effet Doppler. Il s'étire encore un peu. Il perd de l'énergie interne. L'analogie de la balle de tennis est géniale pour ça. Ah oui, vas-y. En fait, imagine deux luges sur la neige. Elles glissent et s'écartent l'une de l'autre. Et toi, tu jettes une balle de tennis super rebondissante. Ok. À chaque fois que la balle frappe une luge qui fuit vers l'arrière, la balle rebondit, mais avec un peu moins de force par rapport au sol. Elle ne ralentit pas sa vitesse de vol entre les luges, mais elle perd de son énergie globale. Mais elle devient molle, quoi. C'est ça, elle devient de plus en plus molle jusqu'à mourir dans la neige. Le photon, c'est pareil. Il fonce toujours à la même vitesse, mais énergétiquement, il ramollit. Et c'est une vraie mort thermique. Au bout de millions de rebonds, il passe du bleu au rouge, puis devient de l'infrarouge. Il s'épuise. Totalement. Il finit en onde radio. Et à un moment, sa longueur d'onde devient tellement énorme qu'elle est plus grande que le miroir lui-même. Et là, pouf, il disparaît. Il s'efface dans le bruit de fond de l'univers, ouais. L'énergie gagnée par les astéroïdes correspond exactement à l'énergie perdue par le photon. L'équilibre thermodynamique est parfait. C'est presque poétique. Mais l'esprit de notre convalescent, lui, il est en ébullition. Il se dit, et si on faisait l'inverse? Ah bah oui, il faut bien s'amuser. Au lieu de s'éloigner, les astéroïdes s'attirent par gravité et se rapprochent. On crée une sorte de front de lumineuse cosmique. Et là, la dynamique s'inverse totalement. Le miroir qui s'approche agit comme une raquette qui smash la balle de tennis. Le fameux blue shift, le décalage vers le bleu. Exact. Le photon rebondit sur une surface qui vient vers lui. Il lui vole de l'énergie cinétique. Et à chaque rebond, sa fréquence monte, monte, monte. C'est comme un piston qui comprime un gaz. Sauf que le gaz, c'est un seul photon. Il chauffe à blanc, enfin à bleu, puis aux ultraviolets, aux rayons X. Ouais. L'énergie devient colossale. Mais attends, là on a un vrai problème, non? Enfin, un truc qui me bloque. Vas-y, dis-moi. La mécanique quantique. Normalement, l'énergie des atomes, c'est des paliers stricts, des quantas. Ouais, les niveaux d'énergie discrets. Voilà. Alors comment l'atome du miroir peut absorber cette énergie du photon qui monte de façon ultra fluide en continu? Si ça tombe pas pile sur le bon palier, l'électron devrait juste l'ignorer, non? Ça devrait bloquer cette compression continue. Alors ça, c'est une excellente remarque. C'est le gros piège. En fait, t'as raison, si on parle d'un atome isolé, comme dans un gaz. Là, c'est une échelle avec des barreaux rigides. T'es sur un barreau ou sur un autre. D'accord. Miroir géant, c'est en fait en métal. Et dans un métal, les électrons sont pas coincés autour de leur noyau. Ils forment ce qu'on appelle une mer d'électrons libres. Un gaz d'électrons. Ah, donc l'échelle disparaît. Exactement. Au lieu d'une échelle avec des barreaux, t'as une rampe bien lisse. Quand le photon tape le métal, son champ électrique fait vibrer cette mer d'électrons de manière fluide. Et ils réémettent un photon instantanément. C'est ça. Sans aucune restriction de palier. Le photon peut glisser sur cette rampe et absorber chaque infime fraction d'énergie de l'astéroïde en mouvement. C'est parfaitement continu. C'est brillant. Donc notre photon accumule, glisse sur la rampe et devient un monstre d'énergie, genre rayonnement gamma. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Parce que la physique nous dit qu'on ne peut pas accumuler autant d'énergie dans un tout petit espace sans casser un truc fondamental. On quitte l'électromagnétisme pour entrer dans le domaine de la relativité générale d'Einstein. Attends, spoiler Einstein, E égale mc carré. En plein dans le mille. L'énergie, c'est de la masse. Attends, t'es en train de dire que même si le photon n'a pas de masse, son énergie devient tellement dense qu'il agit comme s'il en avait une. C'est le principe du tenseur énergie-impulsion. Une pression ou une énergie extrême courbe l'espace-temps, tout comme une planète. Notre petit photon commence à avoir son propre puits gravitationnel. La lumière devient lourde, elle attire des choses. Elle génère sa propre gravité, oui. Et ça crée une boucle de rétroaction fatale. Ok, laisse-moi deviner, le photon attire les astéroïdes, donc les astéroïdes accélèrent encore plus vite l'un vers l'autre. Ouais, Ce qui comprime le photon encore plus fort au moment du rebond. ce qui augmente son énergie.
et donc sa gravité, ce qui attire les astéroïdes encore plus vite. C'est un cercle vicieux infernal. Il vampirise l'énergie potentielle gravitationnelle de tout le système. Et si la pression de la lumière ne pulvérise pas les astéroïdes avant, le stade ultime de ça, c'est un Kugelblitz. Un Kugelblitz, le mot sonne déjà super intense. Ça veut dire foudre en boule en allemand, non? Ouais, c'est un trou noir. Mais un trou noir formé sans une seule once de matière classique, juste par la concentration absolue d'énergie lumineuse. La lumière finit par s'enfermer elle-même sous son propre poids. Puissant a une force d'attraction si grande que la piste de ski de notre GAC pourrait tomber vers la lumière. L'énergie dicte sa loi à la masse. C'est l'unification parfaite de la mécanique céleste et de la lumière. Mais le skieur ne s'arrête toujours pas là. Juste avant que le trou noir ne se ferme, il fait un zoom mental. Un zoom microscopique, j'imagine. À l'échelle de Planck. 10 puissance moins 35 mètres, la plus petite échelle possible. Il veut voir la fraction de seconde où le photon gamma ultra compressé tape le miroir. Et à cette échelle, le vide, il n'est pas vraiment vide, si. Pas du tout. Le vide quantique, c'est une soupe qui bouillonne. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent en permanence. D'accord. Et quand notre photon monstrueux approche du miroir, il frappe le champ électrique colossal des atomes du métal. Et là, boum, l'effet Brett-Wheeler. C'est là que l'équation d'Einstein marche à l'envers, non? E égale mc2, mais dans l'autre sens. Exactement. L'énergie déchire le vide, elle matérialise une paire de vraies particules, un électron et un positron. La lumière pure vient de se transformer en matière tangible. Waouh! Et c'est là qu'on doit parler d'un truc super important, une énorme idée reçue sur le champ de Higgs. Ah oui, la fameuse erreur classique. Parce qu'on entend souvent que le champ de Higgs, c'est ce qui donne une masse à tout dans l'univers. Donc on pourrait croire que quand le photon devient ultra lourd et crée de la gravité, il interagit avec le Higgs. Et c'est totalement faux. Le photon traverse le champ de Higgs comme un fantôme. Zéro interaction. Zéro. Son inertie d'avant, ça venait juste de son énergie pure. Voilà. Le champ de Higgs, il n'entre en scène qu'à la milliseconde précise où le photon se casse en deux pour créer l'électron et le positron. Le donneur de poids se réveille. Il attrape ces nouvelles particules matérielles, les ralentit et leur donne leur masse. C'est fascinant de voir les couches de la réalité s'empiler. On a vraiment 3 niveaux qui interagissent là. Tu peux les résumer? Premièrement, on a le champ électromagnétique. C'est le terrain de jeu. Là où le photon voyage, rebondit, là où les électrons du métal vibrent. Ouais, la couche de transmission. Ensuite, en dessous, le vide quantique. C'est pas un espace vide, c'est un réservoir de possibilités. Le photon y puise pour condenser sa lumière et créer de nouvelles particules. La matrice en quelque sorte. C'est ça. Et enfin, le fameux champ de Higgs, la toile de fond qui vient ancrer cette nouvelle matière dans la réalité en lui donnant un poids. Sans ça, tout filerait à la vitesse de la lumière. C'est une super synthèse. Et ce qui est dingue, c'est que cette chronologie, c'est exactement ce qui s'est passé dans les microsecondes après le Big Bang. Un univers frénétique d'énergie pure qui se refroidit et condense la matière. Tout ça imaginé depuis un lit d'hôpital, et ça nous ramène justement à notre skieur. La boucle est bouclée. Ouais, retour sur Terre. L'accident, on l'a dit, c'était le chaos, l'entropie. Mais la guérison, c'est tout l'inverse, c'est de la négantropie. Son corps puise de l'énergie pour rétablir l'ordre. Il ressoude les os, reconstruit les tissus cellulaires. Et au final, l'immobilité forcée a été le meilleur accélérateur pour son esprit. Ça lui a permis de réaliser un truc profond. Lui, son corps cassé qui guérit, ce n'est qu'un enchevêtrement de particules. Des particules massives qui baignent dans ces fameux champs quantiques, soumises aux mêmes lois implacables que ce pauvre petit photon coincé entre deux cailloux spatiaux. C'est une conclusion magistrale. Et d'ailleurs, il y a une citation dans nos sources de John Wheeler qui résume parfaitement cette danse cosmique. La fameuse phrase, oui. L'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. La matière dit à l'espace-temps comment se courber. C'est beau. Mais si on pousse la réflexion un peu plus loin, avec tout ce qu'on vient de décortiquer. Ouais, on atterrit sur une pensée assez vertigineuse. Au tout début de l'univers, toutes ces forces, la gravité, l'électromagnétisme, le Higgs, elles étaient toutes unifiées. Un seul et même phénomène. Et elles ne se sont brisées en forces distinctes qu'en refroidissant. Ça veut dire que chaque fois que tu vois de la lumière, n'importe laquelle, la flamme d'une bougie, l'éclat d'une étoile, ou même juste ton reflet dans le miroir de la salle de bain ce matin. D'accord. Toute cette lumière porte en elle, dans sa fonction d'onde, le lointain souvenir de cette époque primitive. Une époque où la lumière, la matière et la gravité ne faisaient qu'un.
Ça donne des frissons. Je crois qu'on ne regardera plus jamais la lumière de la même façon après ça. Quelque chose à méditer, en tout cas, la prochaine fois que vous allumerez la lumière. Absolument.